Cette 14e édition de la Biennale de Lyon est en fait le deuxième épisode de cette trilogie consacrée au moderne, à la modernité, puisque après avoir fait les 3 premières biennales il y a très très longtemps, donc comme commissaire, depuis j'invite les commissaires à Lyon avec un mot qui résume un petit peu la thématique. Et ce mot est interprété successivement par chacun des commissaires qui est invité. Alors en 15, nous avions Ralph Rougoff autour d'une biennale qui s'intitulait La vie moderne, et je souhaitais en 17 que nous rentrions un peu plus dans cette question du moderne. Bien évidemment, c'est un terme extrêmement large qu'on peut traduire de différentes manières, et avec Emma Lavigne qui s'est extrêmement intéressée à des champs très différents, mais tous autour de la culture visuelle, le sonore, la question du corps, la danse, évidemment, les propositions immersives. J'étais à peu près sûr que nous aurions véritablement un schéma qui permettrait d'articuler ce qui est extrêmement lié et qui souvent interroge les uns les autres, alors que il n'y aurait pas d'interrogation. Il est bien clair, bien certain que ce que nous nommons le contemporain n'est pas né d'aujourd'hui, et qu'il y a évidemment quelque chose qui a un écho historique, une part d'histoire, et qu'on peut qualifier de moderne. Et l'intérêt, c'est justement que notre aujourd'hui, notre today life, comme on dit en anglais, il est bien structuré de mémoire, de traces, de réseaux, de culture, et c'est ce que Emma Lavigne, à mon avis, a parfaitement résumé. Alors, cette biennale se tient traditionnellement dans 2 lieux qui structurent un tout petit peu la ville, qui en sont quasiment les 2 opposés. D'abord le musée d'art contemporain, qui est un bâtiment construit par Renzo Piano et qui permet toute adaptation possible, puisque nous pouvons modifier intégralement les circuits. Et dans ce musée d'art contemporain qui ouvre sur le monde flottant, il y a quelques pièces tout à fait remarquables. Par exemple, l'association entre Ernesto Neto et Harpe, donc un univers à la fois étrange et complètement naturel, si je puis dire, puisque Ernesto a coutume de dire qu'il a commencé son œuvre là où Harpe l'avait laissé, par exemple. Et donc, on a dans ce musée d'art contemporain cette idée de monde flottant avec la présence, par exemple, de Lucio Fontana, et notamment une pièce de la collection du musée, qui est une pièce de 67, qui est la seule aujourd'hui de la main de Lucio Fontana de ce type, qui a été créée à partir d'une ambiance spatiale de 49, où pour la première fois, il parle d'œuvres tétradimensionnelles, et au lieu de perforer sa toile, il invite le public à entrer, et donc dans un univers qu'il ne sait pas nommer autrement que ambiante et spatiale. La notion d'environnement n'existe pas encore, et il va créer un espace tangible sur l'idée de l'intangibilité. C'est presque une contradiction dans les termes. Donc ce lieu-là au musée permet de faire le lien immédiat entre des intérêts d'aujourd'hui et cette poétique un peu plus ancienne, mais qui est complètement liée à notre contemporain. Le deuxième lieu, par ordre d'entrée, c'est le Radome, donc une pièce absolument formidable de Buckminster Fuller, cet architecte, ingénieur, utopiste, premier écologiste, ami de John Cage, etc., qui est une œuvre qui appartient au Centre Pompidou, donc qui est placée là au centre-ville, et qui reçoit une merveilleuse installation de Céleste Boursier-Mougenot, qui est dans cet univers un peu urbain d'une ville qui est comme toutes les villes, un petit peu active, un petit peu bruyante. C'est l'invitation non pas à se couper du monde, mais à avoir des temps de méditation, comme une espèce de passage derrière un miroir temporel. Et puis il y a un troisième lieu qui est à la Sucrière, donc un ancien entrepôt des années 30 et 60, qui là accueille quelques artistes qui sont d'ailleurs au musée, et qui ouvrent sur cet acte
d'actualité, bon, avec deux pièces de Hans Hacke, par exemple, qui sont ces pièces formidables des années 60, qui, étrangement, ont été peu vues et qui ont une qualité incroyable, puisque là, véritablement, le monde flotte, et avec des commandes qui ont été opérées par la Biennale. Je parlerai, par exemple, de Daniel Stigman Mangrané, espagnol-brésilien, qui s'intéresse à toutes les questions liées à la nature, donc c'est-à-dire à l'homme et à son environnement, bien évidemment. Et là, c'est une production qui fait référence à une certaine idée de la modernité et qui accueille une part de la végétation d'aujourd'hui avec des petits insectes qui vont vivre pendant toute la durée de la Biennale. On a également une pièce sonore formidable. Je ne sais plus si la pièce est sonore d'ailleurs, de Susanna Fritzscher, qui est une production qui vous invite dans un silo. C'est un univers musical formidable, une sculpture qui s'agite, qui tourne, à donner le tournis d'ailleurs, et qui est un espace très 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 blanc. Et de là, vous allez dans un autre silo et vous êtes accueilli par une fontaine sonore musicale de Duddatkin. Et enfin, vous entrez dans un monde complètement obscur, noir. La structure du monde est là, elle est représentée par la présence d'araignées qui tissent une toile. C'est Saraceno. Et donc là, on a un passage assez symbolique du blanc au noir, mais peu importe, on a surtout le passage d'une réalité tangible d'un son à une structure cachée de l'univers qui nous est donnée simplement par une espèce d'insecte formidable qui est l'araignée. Puis il y a d'autres commandes comme celle de Mélie Coignan, qui est une production récente, elle s'est finie la veille de l'ouverture, où Mélique, qui a son atelier à New York, fait une espèce de synthèse entre ce qui se passe sur les toits, qui est une espèce de liberté. Le rooftop à New York, c'est quelque chose qui incarne véritablement la liberté supérieure, là où on voit enfin le soleil, où l'univers revient, avec les bruits de la ville qui sont en bas, et un jeu d'acteurs, de participants, qui traite comme ça de façon assez inattendue de l'évolution du monde. Donc voilà quelques œuvres. Et alors ça, c'est Monde flottant. C'est l'idée, bien sûr, d'un monde qui est traversé par les flux, chose que depuis plusieurs décennies, Apanuraï avait annoncé, Arjuna Apanuraï, sur les flux financiers, les flux de capitaux, enfin bref, les flux d'images, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est devenu un cliché. Ou ce que Hartmut Rosa définissait comme des coagulations temporelles, toutes ces choses qui nous traversent, tant et si bien que les formes n'ont plus de stabilité, et le monde flottant est une manière d'incarner notre réalité à travers cette référence au moderne. Autour de Monde flottant, il y a plusieurs plateformes, bien sûr. Donc, parmi les plateformes autour de Monde flottant, il y a Rendez-vous. C'est une exposition qui est consacrée à la jeune création émergente, comme on dit en anglais. Exposition très simple, 10 artistes français qui sont choisis par une direction collective, et puis 10 artistes qui, eux, sont choisis par 10 biennales internationales ou triennales. Et en fonction des éditions, ces biennales changent, évoluent. Cette année, nous avons par exemple Cuba, Lumumbashi, Aichi au Japon, Kochi Moseris, etc., etc. Donc l'idée d'une convergence entre des aires culturelles différentes en plein centre de la Biennale, donner quelques repères de ces créations, modestement, mais je pense de façon assez importante. C'est un moment, me semble-t-il, essentiel. Donc voilà, Rendez-vous. Il y a d'autres plateformes. Alors, Rendez-vous, pardon, pour rentrer un tout petit peu dans les détails, c'est au départ une exposition que moi je crée au Musée d'Art Contemporain il y a très longtemps, un peu plus de 10 ans, qui se tenait déjà au moment de la Biennale, mais qui était un peu en périphérie, et depuis quelques années, j'ai fait en sorte qu'elle soit véritablement au centre, et c'est la raison pour laquelle elle est accueillie aujourd'hui à l'Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne, qui offre à ces jeunes artistes une infrastructure tout à fait intéressante, leur permet donc de développer leurs œuvres. Ce sont pour l'essentiel des productions complètement inédites. Nous partons sur ce principe-là. La production est toujours risquée, c'était très à la mode il y a 20 ans, il fallait absolument que ce soit réalisé à l'instant. Comme nous sommes passés de l'inédit à la qualité dans l'esprit, on pourrait
changer un petit peu ça. Mais non, je pense que c'est extrêmement important parce que là, ils sont 3 semaines à Lyon et ça permet de créer des liens. Alors, il y a évidemment un catalogue qui accompagne ce rendez-vous. Et puis, l'année suivante, rendez-vous est exporté dans une ère culturelle qui n'est pas occidentale. Alors on a été exposé, exposé rendez-vous les années précédentes à Cape Town, etc. Enfin, voilà. Et là, en 2016, donc, ce rendez-vous ira à Shanghai. Il y a d'autres plateformes. Je conclurai par peut-être Veduta, qui est une plateforme assez innovante à l'intérieur même des biennales, parce que l'idée c'est de s'intéresser, c'est une espèce de laboratoire, s'intéresser aux liens directs entre la création et la réception. Et donc nous travaillons avec 10 communes de la métropole de Lyon et avec des résidents, des habitants donc, des collectivités extrêmement différentes, et ce sont les habitants qui sont en fait les héros. Ils partagent des ateliers avec quelques artistes, par exemple, Shimabuku, des artistes comme ça qui sont par ailleurs invités à la Biennale, ou Hemingway, qui a créé une pièce assez belle. Il invite le public à accepter le principe d'écouter un conte, les fameux contes du soir que racontaient, je pense, dans le monde entier nos mères. Hemingway est originaire de Taipei, et nous sommes dans un véhicule, dans un lit que nous partageons avec un ou une inconnue, et une conteuse est là qui nous raconte un conte du soir. Évidemment, ça ne se passe pas le soir, et pendant ce temps, le véhicule traverse les territoires de Veduta et vous dépose, mais il vous ramène dans une banlieue où, hélas, on n'a pas coutume d'aller généralement. Voilà, Veduta, c'est très très important parce que c'est aussi bien de la résidence, du workshop. Et dernière chose, ces collectivités créent également des expositions majoritairement à partir des collections du musée d'art contemporain qui sont présentées dans les communes. Et donc ces habitants qui ne connaissaient rien à l'art contemporain, qui ne prétendent pas aujourd'hui connaître l'art contemporain, sont à la fois les concepteurs, les commissaires et les médiateurs de ces expositions qui essaiment pendant toute la durée de la Biennale. Voilà un peu ce qu'est cette 14e édition de la Biennale de Lyon.